Donc on peut avancer avec un autre joueur. Passons à JJ Redick, peut-être. JJ Redick que toi tu avais en 5e de ton classement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi également. Du coup on était 10 saisons pour JJ Redick, 15 points de moyenne sur la décennie, 29 minutes par match sur la décennie également. C'est pas mal, 19 minutes par match en moyenne. Plus de quasiment 20 000 minutes par match, on est pas loin du top 30. Et 674 matchs, 29e de la décennie. Pas de récompense individuelle, évidemment. Attention, est-ce que tu es bien accroché à ton fauteuil là? C'est bon? Vas-y. La comparaison NBADraft.net, Drazen Petrovic. Voilà. Blanc et shooter, je pense qu'ils se sont arrêtés là. Et du côté de Draft Express, parfois ils faisaient aussi des best scénarios et worst scénarios possibles. Pour eux, le best possible, c'était Michael Redd. Okay. Et le worst, c'était Voshon Leonard. Voshon Leonard. Voilà. Donc voilà pour Draft Express, les meilleurs et pires scénarios. Côté surnom, alors on est sur un épisode très très pauvre en surnom. J'en ai trouvé qu'un, et c'est Bubs. B-U-B-S. Est-ce que tu l'as déjà entendu être appelé Bubs? Non, jamais. Voilà, c'est assez incroyable. Donc au niveau de son parcours, il a déjà 26 ans, mine de rien, au niveau du début de notre décennie. Ouais. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, parce qu'il arrive tard en NBA, quoi. C'est ça, ouais. C'était une star NCAA qui est draftée 2006, mais qui a du mal à s'imposer. Du côté d'Orlando, justement, il fait du 14 minutes par match, 8 minutes par match, 17, 22 sur la décennie d'avant. Donc vraiment du mal à s'imposer malgré son statut de star NCAA. Mais mine de rien, au début de notre décennie, ça va plutôt pas mal, puisque 2011, on est sur 25 minutes par match. Et Orlando est éliminé contre Atlanta au premier tour. C'est un peu un upset du côté d'Orlando. 2012, pareil, 27 minutes par match et upset également, en tout cas éliminé par Indiana. Il faut se souvenir que Dwight Howard était blessé. Ah, c'est vrai. Ouais. Ensuite, 2013, il y a un échange à mi-saison qu'il envoie du côté de Milwaukee, à l'époque, contre Tobias Harris, notamment. J'ai totalement oublié cet échange. C'est vrai? Ouais, je me rappelle pas de JJ Redick à Milwaukee. Bah moi, je m'en souviens parce que justement, il avait aidé à faire que cette équipe de Milwaukee soit pas mal compétente, et notamment, il y avait un jeu de sortie d'écran qui avait été développé autour de Monta Ellis et JJ Redick, justement, okay. qui avait une importance assez intéressante de ce côté-là. Et c'est d'ailleurs même la première année, je trouve, où on se dit, finalement, on a peut-être quelque chose, quoi. On a peut-être quelque chose du côté de JJ Redick, alors que ça commençait un peu à plafonner. Parce que là, il doit avoir déjà 27, 28 ans, même un peu plus, peut-être, ouais. Et donc, ensuite, notamment, Orlando l'échange à Milwaukee pour 6 mois, même pour 3-4 mois, parce qu'en fait, il est en fin de contrat. Et donc, Free Agency 2013, il signe avec les Clippers de Doc Rivers, qui vient d'arriver également. Je pense que Doc Rivers le signe pour qu'il devienne un peu son Ray Allen. Il aime bien avoir un peu ce joueur pour faire des actions un peu en floppy, des jeux en sortie d'écran. Ouais. Et donc, c'est exactement ce qu'il va faire. Et c'est du coup, c'est là qu'il va être le plus valuable, je pense, du côté des Clippers. 28 minutes par match en 2014, avec, on va pas en parler, mais la fameuse élimination très controversée, un peu injuste du côté d'OKC au deuxième tour. 2015, il est à plus de 31 minutes par match, carrément. Et encore une élimination un peu à oublier du côté contre les Houston Rockets, malheureusement, avec ce fameux match inoubliable. Au 3, ouais. Ouais, exactement. 2016, encore éliminé au premier tour par Portland, alors malheureusement avec des blessures du côté des Clippers. Et 2017, éliminé du côté contre Utah, également au premier tour. Et puis ensuite, c'est toujours pas fini, puisque JJ Redick est toujours valuable. Free Agency du côté des Sixers pour l'été 2017. Et donc là, il nous fait 2 saisons très intéressantes du côté des Sixers. Demi-finale de conférence éliminée contre Boston en 2018. Et demi-finale de conférence, encore une fois, éliminée contre Kawhi Leonard sur le fameux shoot de Kawhi, qui rebondit 14 fois sur l'arceau. Et puis, fin de décennie, il signe du côté des Pelicans pour être un peu un shooter pour apporter de la variété tactique à côté de Zion Williamson, mais ça ne marche pas puisque Zion notamment est blessé, l'équipe est pas très forte en 2020, et d'ailleurs je crois que c'est la première année de sa carrière où JJ Redick manque le playoff cette année-là, donc pas mal, il a fait les playoffs toute sa carrière. Donc pour passer un peu au profil et à ses performances, c'est vrai que ce qu'on peut dire que c'est un peu un late bloomer, comme ils disent aux États-Unis, où on a eu toute une première partie de décennie, mais même de carrière, où on se dit c'est sympathique, mais sans plus, quoi. Et finalement, il va finir par devenir extrêmement valuable sur les deux tiers de la décennie restante, avec Clippers et Philadelphie. Clairement. Pour un lottery pick, il a un peu le schéma inverse, où il commence en sortie de banc pendant 7-8 ans, même au début de la décennie, c'est un joueur de banc. Fin Orlando, Milwaukee.
Et en fait, après, aux Clippers et à Philadelphie, sur 6 saisons de suite, il est, c'est un des meilleurs shooters de NBA tout en jouant 30 minutes par match, quoi. Ouais. Donc, c'est, c'est super. Et je pense que pour les gens qui ont juste connu JJ Redick dans la décennie 2010, Clippers, Sixers, c'est un super, super, super élément. Tandis que il y avait beaucoup de gens, je pense, qui mid-période Orlando, quand je sais pas, si tu te souviens, genre, il a du mal à voir le terrain quand il va en finale NBA et tout ça. C'est ça, ouais. Euh, c'est vraiment très positif, c'est surprenant et c'est très positif en fait. Ouais. Non, mais c'est clair que c'est bien que tu soulignes le temps de jeu parce que justement, on est sur un vrai temps de jeu de titulaire, quoi. Ouais, Et on n'est pas sur un peu un shooter gadget, je sais pas moi, c'est ça. Bryn Forbes ou ce genre même Doug McDermott. Hein. On n'est pas sur ce calibre-là, quoi. On est sur quelqu'un de, effectivement, du côté de, alors Milwaukee un peu, mais surtout Clippers et Philadelphie, d'ultra valuable, comme tu dis, qui au début de carrière n'arrivait pas à avoir le terrain en playoff, alors que sur la fin, c'est un peu le contraire. Hein. On a besoin de sa création de jeu indirect, de par sa gravité de shooter, notamment les combinaisons avec Joel Embiid étaient quand même pas mal du côté de Philadelphie pour apporter un peu de variété et de spacing dans l'attaque des Sixers qui manquait un peu de porteur de balle classique. Donc c'était une manière de créer du jeu indirect, mais très valuable, je trouve. Et un peu pareil, hein, du côté des Clippers, où il y avait d'abord un aspect de création de jeu indirect de par ses mouvements, mais même il y avait le côté spacing, hein, tout simplement, qui faisait que ces équipes étaient viables parce qu'on avait un shooter d'élite, comme tu dis. Et pour dire à quel point il était élite, on est sur plus de 6 tentatives par match du côté de Clippers et Philadelphie, plus de 6 tentatives par match à 42,6%. C'est absolument incroyable, hein. 42,6% de réussite. Déjà, être à plus de 40%, c'est bien, mais là, c'est l'ultra élite sur un gros volume et sur un gros temps de jeu. Donc je pense que c'est possible qu'on nous dise, mais pourquoi vous l'avez dans le top 100, ou peut-être il mériterait de ne pas y être, ou peut-être qu'on surestime. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il était plus valuable que simplement le shooter un peu gadget, quoi, si on peut dire. Mais clairement, pour beaucoup de gens, je pense les Clippers de Lob City, c'est le trio Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, à juste titre, mais c'est vraiment le quatrième homme, c'est JJ Redick, hein, entre 2013 et 2017. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être un plafond sur cette équipe, parce qu'ils ont jamais trouvé l'ailier, le poste 3. Ouais. Ils ont essayé tous les vétérans possibles, et ça a fonctionné pas. Mais JJ Redick te permettait de pas avoir un spacing trop négatif avec Jordan et Griffin sur le terrain en même temps, parce que c'était pas le Blake Griffin de Détroit qui s'écartait. C'était un Blake Griffin plus proche du panier, mais JJ Redick, en prenant aussi 6 paniers à 3 points par match au milieu des années 2010, c'était ceux qui en prenaient le plus, hein. Aujourd'hui, il en prendrait, il serait pas dans la moyenne maximale, même si quand même 6 c'est beaucoup. D'ailleurs, quand il va à Philadelphie, il en prend 8 par match. Donc ça prouve quand même que c'est un shooter plus. Mais en fait, il était trop important. Et en fait, je pense que défensivement, on l'a peut-être pas parce que c'est pas le joueur le plus complet en attaque et c'est pas le défenseur le plus coriace. Mais il était pas trop négatif, en fait, je trouve, défensivement. Ah oui, totalement. Il naviguait bien off-ball, il avait un bon QI. Donc, en fait, c'était vraiment un role player plus dans cette décennie, à son prime, comme on le dit. Ce qui compte, c'est qu'il fait 6 saisons de suite, où il est un des meilleurs shooters de NBA, et il est titulaire, et il joue 30 minutes par match. Et il peut scorer efficacement. Donc, en fait, il y a peut-être une réhabilitation à faire de JJ Redick, en réalité. Ouais, et puis tu sais, récemment, on parle beaucoup de Stephen Curry et son style de jeu unique qui fait que ça crée beaucoup plus de choses parce qu'il bouge justement sans ballon, etc. Toute proportion gardée, c'est un peu ça là, avec Redick. Hein. Encore une fois, on n'est pas sur un shooter un peu gadget qui fait un système de temps en temps, quoi. Non. On est sur quelqu'un qui a cette gravité et qui, finalement, tu vois, comparé à, alors pas à tous, hein, mais comparé à pas mal on va dire, de porteurs de balles moyens, je pense que je préfère l'impact et la valeur de quelqu'un comme JJ Redick plutôt que d'autres porteurs de balles qui ne sont pas très bons, quoi. Finalement, ce style de jeu-là, encore une fois, le spacing d'une part, mais aussi cette synergie qu'il était capable de créer dans ses équipes, d'abord aux Clippers, mais ensuite, surtout à Philadelphie, qui en avait grandement besoin. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que les Sixers de 2018 et 2019, sans cette synergie-là que lui était capable de faire, je pense qu'on n'avait pas du tout la même équipe. On n'avait peut-être pas une équipe aussi viable offensivement. Donc pour moi, ça va compter. Et puis ce qui compte aussi, c'est longévité et même aussi le côté playoff, comme on l'a dit,
2020, c'est la première fois qu'il ne fait pas les playoffs. Et même s'il n'a pas fait des playoffs tout le temps du côté de. Avec des temps de jeu énormes, je veux dire, mais quand même, quoi. Quand même. La période Clippers et Philadelphie, c'était important. Même la dernière année au Pélican, il rate les playoffs. Il joue 26 minutes, il met 15 points par match à 45% à 3 points. Ouais. Sur 6 tentatives. Enfin, c'est pas. Oui, effectivement, C'est l'année où Zion est blessé, il commence pas la saison, ils finissent bien l'année d'ailleurs. Je sais que malheureusement, on est obligé de dire une des années où Zion est blessé maintenant. Oui, c'est vrai. Mais ça reste un joueur viable encore, positif. C'est pas par exemple comme un joueur que souvent je compare un peu les deux, comme Kai Korver, qui lui finit beaucoup plus mal sa carrière en réalité, je trouve. On va dire Kai Korver, quand il part d'Atlanta, donc l'impact est beaucoup moins important et il galère sur la fin de carrière. Cleveland, Milwaukee, tandis que JJ Redick, franchement, alors à part Dallas peut-être sur la fin d'année, ou alors peut-être qu'il a su s'arrêter au bon moment, c'est aussi une qualité. Mais je trouve qu'elle est vraiment sous-évaluée sa décennie. Et du coup, tu l'as classé où ça dans le classement? Du coup, je l'ai 5e de notre groupe du jour. Ouais. Donc derrière Tyson Chandler, mais ça aurait vraiment pu être interchangeable. Mais par contre, je l'ai devant Harrison Barnes et devant Al-Farouq Aminu. Je dirais. Oui, moi aussi, effectivement. Et du coup, moi, pour être un peu cohérent à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais Chandler au-dessus, donc pour moi, les deux sont un peu collés. Ouais, c'est ça. Donc on a, du coup, dans le classement, Al-Farouq va finir 15e, Harrison Barnes 14e, et au-dessus, JJ Redick 13e, et Tyson Chandler 12e, du coup. On est d'accord là-dessus? Ouais, clairement. Ok, alors faisons ça, et pour finir, un petit quiz. Alors, j'avais prévu plusieurs quiz, je savais pas lequel tirer pour lui, mais comme tu m'as dit que tu connaissais pas très bien le Milwaukee de cette époque, que tu avais oublié, du coup, je vais te piéger. Ouais, il faut. Qui est dans l'effectif, petit jeu, qui est dans l'effectif sur ce Milwaukee 2013, donc sur lequel il fait 28 matchs plus les playoffs. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de ce Milwaukee 2013? Ah oui, je pense, mais de mémoire, déjà, c'est moche. Même si ça va en playoff. Ça va en playoff, c'est 8e. Ouais. Larry Sanders, Monta Ellis. Ouais. Doit y avoir Ersan Ilyasova parce qu'il y est tout le temps. Exactement. Ok. Donc ça, ok, j'ai bon. Donc le meneur titulaire. Le meneur avec Monta Ellis. C'est soit Brandon Knight, soit Brandon Jennings. C'est Brandon Jennings, effectivement. Ok. Donc Brandon Jennings. Tobias Harris, t'as dit tout à l'heure qu'il avait été échangé contre lui. Oui, c'est vrai. Du coup, effectivement, on peut le compter puisqu'il a fait la saison, ouais. Ok. Je disais quelqu'un qu'on a cité dans les comparaisons pour Gordon Hayward sur le côté shooter. Mike Dunleavy. Mike Dunleavy est là, effectivement. Mike Dunleavy. Il y a pas le qui a joué aux Clippers après, le Camerounais. Oui, exactement. Lukemba Amouté. Lukemba Amouté. Effectivement, Lukemba Amouté. Et après, alors est-ce que tu vas le deviner lui? Alors c'est un ailier plutôt des années 2000, ailier défensif, mais qui est passé par Boston du côté de 2011-2012, il me semble. C'était Marquis Daniels. Marquis Daniels, des Mavericks avant. On avait un top pick aussi de Golden State, mais qui est venu avec Monta Ellis du côté de Milwaukee. Qui a joué en Europe après. Ouais. Qui était un intérieur défensif. Ekpe Udoh, ouais, qui ensuite est revenu à Utah, très très bon défensivement. Exactement. Et puis ensuite, on avait du Beno Udrih pour la main. Oui, il doit y avoir du vétéran Beno. Il y a John Henson peut-être déjà. John Henson, exactement. Ouais. Samuel D'Alembert était là. Doran Lumb aussi était là. Je sais pas Doran si tu Lumb. Et bien sûr, dans le titre de Kentucky 2012. Drew Gooden était là. Ish Smith était là d'ailleurs aussi. il était partout. Joel Prisbilla aussi pour un nom un peu à l'ancienne. Il y a de l'intérieur vétéran. Ouais. Et puis on avait aussi quelqu'un alors je crois qu'il a fait le Real ensuite, Gustavo Ayón. Incroyable, le Mexicain, exactement. Gustavo, il était au Real, c'est ça? Exactement, ouais. Il a joué au Real Madrid. Donc très bon joueur en Europe après. Il a joué au Magic avant, je crois, de mémoire. Il me semble, ouais. D'ailleurs, il doit faire partie de cet échange, peut-être. Ouais, je pense aussi.